Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. La Shoah, l'extermination de 6 millions de Juifs par le régime nazi, hante depuis 1945 la mémoire du monde occidental. Longtemps, ce fait historique s'est imposé comme le comble du mal radical, comme le génocide le plus connu du XXe siècle. Et puis, le XXIe siècle est arrivé, et avec lui un regain de l'antisémitisme accompagné d'une sorte de lassitude de l'opinion. Alors aujourd'hui, quelle est la place de la Shoah dans le débat public? Existe-t-il un rejet de l'histoire? Et est-il possible de parler du passé autrement? Avant de tenter de répondre à ces questions avec nos invités, je vous propose un détour par la capitale allemande. C'est au cœur de l'avant-garde berlinoise que Malka Gouzer et Alain Hugui sont allés tourner pour prendre le pouls de l'époque. Le jour se lève sur Berlin. La capitale allemande, aux 4 millions d'habitants, abrite à elle seule un concentré d'histoire dont certaines pages traumatisent encore la génération actuelle. Les années d'après-guerre ont laissé des traces indélébiles que les jeunes de troisième génération doivent porter. Un héritage lourd, trop lourd. Une frange de la population milite pour des relations différentes entre les descendants des victimes juives et des bourreaux nazis, pour un présent un peu allégé du poids de l'histoire. Car l'Allemagne pense encore les plaies de ces années sombres, celles durant lesquelles Hitler déclenche l'extermination du peuple juif. C'est sur les cendres de ce passé qu'artistes et écrivains berlinois puisent désormais leur inspiration. DJ bien connu de la scène berlinoise, Alexandre Kremer est aussi un passionné d'histoire. Depuis une quarantaine d'années, il collectionne des récits et des objets que d'autres auraient préféré oublier. Son ambition est simple, comprendre le traumatisme né il y a longtemps, alors qu'il était encore enfant. Lorsque j'avais environ 6 ans, j'avais un meilleur ami dont le père était un ancien SS. Après la guerre, il y avait des sortes de rassemblements pour ces soldats. En Allemagne de l'Ouest, c'était comme ça. Et lorsque les gens apprenaient qu'un tel avait été ne serait-ce que membre de l'armée, ils le traitaient de porc, de nazi, de criminel de guerre. Peu importe, même s'il s'agissait d'un simple soldat. Ces gens ne pouvaient pas partager leurs expériences et les seules personnes disposées à les écouter, car dénuées de jugement, c'étaient les enfants. Les anciens rejetaient tout en bloc et refusaient d'évoquer ces temps troublés. Aujourd'hui, une génération se lève pour comprendre cet héritage et imaginer un présent libéré du poids de l'Allemagne de la dernière guerre mondiale. C'est à l'adolescence que Norman Ohler prend conscience des actes perpétrés par ses grands-parents. La fierté qui leur portait se transforme soudainement en humiliation et son amour en rejet. Cet écrivain allemand est connu pour avoir collaboré avec le cinéaste Wim Wenders, et plus encore pour ses livres, notamment Les Infiltrés, ou encore son best-seller L'Extase totale, un livre qui évoque l'utilisation de drogue sous le Troisième Reich. Mon grand-père était ingénieur ferroviaire. Il était responsable de l'installation des voies ferrées. Les voies ferrées posées à l'Est étaient naturellement les mêmes que celles empruntées pour transporter les Juifs. C'est ainsi que je perçus mon grand-père comme partiellement responsable de l'Holocauste. Un des aspects terrifiants de l'Holocauste, c'est la perfidie d'un système dans lequel un nombre considérable de gens ont pris parti. Ce n'était pas juste Eichmann, Himmler et Hitler, mais des centaines de milliers de gens qui, dans ce pays, se sont dressés contre une autre partie de la population, avec des conséquences effrayantes. Mon image de l'Allemagne fut par conséquent négativement imprégnée. Adolescent, en Allemagne de l'Ouest, j'étais très remonté contre l'Allemagne. Lorsque Norman Ohler découvre qu'une de ses grand-mères était membre des jeunesses hitlériennes, l'humiliation de ses origines est renforcée.
Les horreurs du Troisième Reich furent une partie intégrante de notre éducation en Allemagne de l'Ouest. À l'école, nous devions visionner des vidéos de la libération des camps de concentration jusqu'à ce qu'on se mette tous à pleurer. La troisième génération a adopté des techniques différentes pour y faire face. La mienne consiste à faire des recherches et à écrire des livres sur cette partie de l'histoire afin justement de la garder vivante. Influencé par l'esprit des Lumières, le Palais Sans Souci fut un lieu de création et d'échange d'idées. C'est dans cet écrin que le photographe Benjamin Reich prépare un shooting photo. Issu d'une famille ultra-orthodoxe de Jérusalem, il s'est exilé à Berlin. Dans mon domaine artistique, je suis comme un chasseur avec beaucoup de passion. La chose ne vient pas tout de suite. On est toujours en recherche. Avec une caméra, il n'y a pas de certitude. Avec mes yeux, mon regard dans mes œuvres, j'essaie d'expliquer ces deux mondes avec l'esthétique. Benjamin Reich imagine une relation nouvelle entre juifs et nazis. Son travail pictural propose souvent un saut dans un passé libéré de la haine. Cet tableau, c'est une part des années 20. Ce n'est pas la première fois que je provoque, mais ce n'est jamais l'attention de provoquer. J'ai essayé de sortir de cette œuvre une joie d'être ensemble, juifs ou allemands, dans un temps qui est le plus horrible de l'histoire juive, mais de l'histoire de nous tous. Je me suis dit, c'est nécessaire de mettre ensemble les traumas et on les voit, ça c'est le choc, mais on est ensemble quand même. D'une certaine manière, c'est un retourner au point zéro, refaire avec l'amour, avec le théâtre, avec l'art, refaire l'histoire. Ce n'est pas la première fois que Berlin questionne et revisite son histoire. Des décennies après avoir été noircie par les bombes et scindée par le rideau de fer, la ville peut-elle s'ériger en terre de résilience? Le travail audiovisuel de Yael Bartana, intitulé Redemption Now, est exposé actuellement au musée juif. La vidéaste réinvente l'histoire. L'espoir de rédemption, de l'instauration d'un monde meilleur où la pureté dominerait sur le mal, se trouve au cœur de sa réflexion artistique. Bartana met en scène la capitale mondiale imaginée par Hitler et son architecte Albert Speer, Germania. Un être aux apparences androgynes et aryennes la traverse. Elle s'appelle Malka, ce qui veut dire reine en hébreu. Et elle vient établir la paix et le bonheur éternel du peuple juif. Naît alors une cité nouvelle à l'architecture grandiose. La tension générée par les images de Bartana entre dystopie et utopie, entre rêve et cauchemar, passe un message provoquant. La réhabilitation de relations nouvelles, au-delà de toute vengeance, pour éviter la répétition d'un passé non digéré. Mais l'histoire peut-elle s'écrire autrement? Les traumatismes gravés dans l'âme des rescapés de la Shoah peuvent-ils se fondre dans l'oubli? Les souffrances de ceux qui ont vécu les déportations peuvent-elles s'atténuer, se cicatriser peut-être? Pour affronter l'avenir main dans la main,
Les petits-enfants des victimes et des bourreaux s'allient aujourd'hui, dans une quête qui trouve ses racines précisément dans l'ancienne capitale du Troisième Reich. Le soleil se couche sur Berlin. Dans le quartier de Kreuzberg, un petit groupe de traditions différentes se retrouve pour partager un repas. Ils sont artistes contemporains, photographes, journalistes, musiciens ou écrivains, tous acteurs culturels de la scène berlinoise. Avec une envie, celle de se délester un peu du lourd poids de l'histoire. Bonjour Régine Weintrater. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et spécialiste des traumatismes extrêmes. Vous avez co-dirigé 2 des principaux programmes de transmission de la mémoire de la Shoah, le programme de l'université de Yale et le programme des archives Spielberg. Et vous avez aussi beaucoup travaillé avec les survivants du génocide Tutsi du Rwanda. Alors d'abord, restons sur les images qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent ? C'est un film qui traite de beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va arriver parce qu'il balaye large. Mais ce que j'ai retenu, c'est quand même un film qui se passe à Berlin. Ça n'est pas n'importe quel endroit, c'est là où tout a commencé. Et qui parle de la créativité des générations d'après. Alors peut-être on y reviendra. Bonjour David Rodogno. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Alors oui, effectivement, Berlin, un concentré d'histoire, une ville-monde. Qu'est-ce que les images qu'on vient de voir vous inspirent ? 3 choses certainement. Traumatisme, chercher à comprendre son propre passé, et un mot qui a été dit vers la fin, cicatrice. On va revenir sur chacun de ces 2 mots, ces 3 mots, et vos réflexions aussi, Régine Weintrater. Mais d'abord, ce désir-là de ces artistes berlinois, juifs et allemands, d'aller de l'avant sans être définis par le passé. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, Régine Weintrater ? Je pense d'abord que c'est une question générationnelle. La première génération n'a pas pu se permettre ça. La deuxième était déjà un peu plus libérée, elle a pu interroger. Maintenant, les survivants sont en train de disparaître. Et la 3e génération cherche comment s'approprier et faire avec un héritage. Parce que l'héritage, il est là. Que ce soit pour les Allemands, enfin les enfants, ou pour les Juifs. On ne peut pas faire comme si l'héritage n'existait pas. Quand on fait comme s'il n'existait pas, il revient par la porte de derrière. Mais simplement cette envie de se l'approprier. Parce qu'un héritage qu'on ne peut pas toucher, qui est comme une relique, ce qui s'est passé pour les premières générations, c'est un héritage dont on ne peut rien faire. Il vous pèse dessus. Là, on voit la volonté, non pas de s'affranchir de l'héritage, mais de le modeler, de se l'approprier, d'en faire quelque chose. Et je trouve que c'est assez frappant avec ces artistes. Bon, les Israéliens, ils ont une histoire à part, mais d'ailleurs, les Israéliens viennent beaucoup à Berlin, c'est une grande ville israélienne. Mais cette volonté, cette possibilité qui n'était pas donnée tout de suite après la Shoah, de modeler, de façonner, de changer, de toucher à l'héritage. C'est ça qu'on voit. David Rodogno, tourner la page de la Shoah, ne plus s'y intéresser, c'est presque un écho négatif à ce qu'on voit de ce qui se passe à Berlin, de ces artistes qui triturent le passé, qui en font quelque chose. On entend peut-être, si on sort de Berlin et qu'on élargit à l'Europe, une sorte d'opinion, de fatigue comme ça pour cette histoire-là de la Shoah. Quelle est-elle, cette... La fatigue est là, ça il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Mais est-ce que c'est un ras-le-bol ? Non, ça je serais en désaccord. Je ne pense pas du tout que ce soit un désaccord, c'est plutôt ce que ma collègue vient de dire, c'est-à-dire la réappropriation, l'appropriation d'un passé. Il ne faut pas sous-estimer, en Europe, pas seulement à Berlin ou en Allemagne, ce silence très pesant, très lourd, et la difficulté de gérer pour les survivants, mais aussi pour l'opinion publique au sens le plus large du terme, qui a caractérisé les années d'après-guerre. Et donc la réappropriation à travers l'art, et c'est le sujet qu'on vient de voir, est très importante. Et à un certain moment dans le documentaire, on entend les mots « réécrire l'histoire », et ça vaut autant pour l'Allemagne et Berlin que pour l'Europe au sens plus large que vous mentionnez. Donc non,
pas un ras-le-bol, mais une réappropriation. La fatigue existe, mais c'est une fatigue très sectorielle. De toute façon, l'extrême droite sera toujours très fatiguée de cette histoire. Donc, elle était fatiguée dans les années 50, elle le sera dans 10 ans, elle l'est aujourd'hui, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs. Régine Weintrater, il n'y a pas de fatigue de l'opinion publique dont on parlait, un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais est-ce que vous ne la sentez pas ? Je peux la sentir, si vous voulez. D'abord, je voudrais dire que tout de suite après la guerre, il y a des survivants qui ont essayé de parler et qui ont publié beaucoup de livres à compte d'auteur. Et au bout de 2-3 ans, on leur a dit « Bon, mais ça va, on sait déjà tout. Oui. Ça va, alors on continue à découvrir, n'est-ce pas ?» Donc, je pense que la fatigue dont vous parlez, ou le ras-le-bol, on entend quelquefois dans certaines couches de la population « Bon, mais on en a tellement parlé, on en parle. » Ça vient beaucoup de la méconnaissance. Parce qu'on n'en a pas parlé pendant des années. C'est-à-dire la méconnaissance ? La méconnaissance de ce qui s'est passé pendant les années après-guerre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on en a parlé tout le temps. Mais on a commencé à parler de la Shoah. Les Allemands ont découvert la Shoah, les Allemands, avec le feuilleton Holocauste. C'était en 80... Les années 80. 80. Le film Shoah, c'est là qu'on a commencé à libérer la parole du témoin. Donc ça ne fait pas énormément. Mais c'est vrai que souvent des jeunes peuvent dire, il y a une frange qui dit on nous parle que de ça, bon ben ça va, on a compris. Ils n'ont pas compris, mais je pense qu'il va falloir, on est en train de changer la façon d'entretenir la mémoire. Juste, on va parler du changement de cette mémoire, de ce Oui. devoir de mémoire, mais d'abord, pour revenir sur cette fatigue-là, que je comprenne bien, une certaine frange de la population, ça ne touche pas tout le monde, mais on entend, c'est une fatigue ou plutôt un ras-le-bol. Comment est-ce qu'on peut véritablement comprendre ça ? Est-ce que ça peut être un lien avec la politique actuelle, un lien avec un héritage, avec de l'antisémitisme, David Hérodonio ? Bien sûr, ça a à voir avec l'antisémitisme. On l'a vu même avec la pandémie qui nous a touchés, qui a vu une recrudescence de racisme de toutes sortes et d'antisémitisme. Donc, c'est un phénomène qui n'a jamais disparu. La Shoah n'a pas servi à nous guérir de cet antisémitisme qui continue et qui prend des formes différentes. On parlait des formes différentes de la mémoire, mais l'antisémitisme se transforme aussi de manière différente. Et donc, dans ces manifestations, il y a quand même des constantes. Le ras-le-bol, de ne plus en parler, on a trop entendu parler. Et On donc, parle que d'eux, et donc il faut tourner la page. Et voilà pourquoi l'appropriation de la mémoire. C'est une manière précisément de réagir. Donc il ne s'agit pas de tourner la page, mais de vivre cette page de manière différente. Mais alors, et c'est une question pour vous deux, mais est-ce que connaître le passé, ça peut éviter aux atrocités de se reproduire ? Si seulement. C'est ce qu'on a cru. On sait quand même qu'il vaut mieux connaître le passé, mais penser que ça va être le remède aux atrocités. Vous savez, il y a eu au mémorial de la Shoah à Paris les premières rencontres entre les survivants de la Shoah et les jeunes rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. C'était des rencontres absolument extraordinaires. Et tout ce que disaient ces gens, donc évidemment les rescapés de la Shoah étaient beaucoup plus âgés, ils avaient l'âge de leurs enfants, même de leurs petits-enfants. Et ils leur disaient, nous, on pensait qu'une fois que c'était enseigné, qu'on témoignait dans les écoles, et que ce qui nous était arrivé, ça n'arriverait plus jamais. Mais on a compris que c'est pas vrai, puisqu'il parlait à ces jeunes survivants Tutsis. Et c'est pour ça que le témoignage est très important, très utile, mais ça ne suffit pas, ça ne suffira pas. Et donc, ce que nous avons vu dans le documentaire et l'importance de l'expression artistique est, à mon sens, extrêmement important, puisque, comme on disait tout à l'heure, cette génération de survivants disparaît. Et c'est tout à fait normal que ça soit le cas. Et donc, il faudra de toute façon se poser la question de comment on entretient cette mémoire. On va se la poser, cette question du comment, mais d'abord, David Hérodonio, vous dites d'un côté, il faut comprendre le passé pour pouvoir le retravailler, pour pouvoir aller de l'avant. Alors pourquoi certaines personnes
préfèrent oublier? Pourquoi cette fatigue-là? Si on ne connaît pas le passé, si on est fatigué du passé, de le connaître, eh bien, on ne peut pas le digérer. C'est aussi ce qu'on a vu, l'idée de comprendre cet héritage tellement douloureux a aussi une composante importante qui est l'oubli. Il faut jamais sous-estimer que l'autre facette de cette monnaie, de la mémoire, est l'oubli. Et donc, de toute façon, nous oublions. Notre mémoire, pour pouvoir vivre et survivre, il faut qu'on oublie certaines choses. Il faut qu'on oublie la douleur. Donc, ces deux choses, et il y a une psychanalyste ici, donc c'est pas à moi de vous expliquer tout ça. L'oubli fait partie de la mémoire. Et on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Donc voici une ébauche de réponse à votre question. Régine Weitrater, le fameux « plus jamais ça » auquel les communautés juives du monde entier tiennent tellement, finalement, il ne sert à rien? Elles ont compris que c'était un vœu pieux. Ça n'a pas existé, les atrocités qui continuent. Non, elles ont compris, elles ont pensé, enfin les Juifs qui sortaient des camps et de l'occupation nazie pensaient qu'avec l'immensité de la catastrophe et de ce qu'elle raconterait, ça ne se passerait plus. Ça fait longtemps qu'on a compris que non. Mais quelque chose quand même sur... Effectivement, je suis contente que non-psychanalystes, on travaille souvent ensemble avec des historiens et des politiques, cette histoire de médaille, d'oubli. Mais je pense que vraiment, dans votre film, ce que j'ai apprécié, c'est la place de la créativité. Le traumatisme pousse à la créativité. Il faut trouver des formes parce que la forme brute du début, ça passe plus. Pourquoi ça passe plus? Parce que d'abord, on est abreuvé à la télévision, on est abreuvé de chiffres, on voit des catastrophes en direct, on voit on nous donne des milliers de morts, de catastrophes. C'est pas ça qui passe. Les chiffres ne disent rien. Mais trouver une manière de s'exprimer qui peut toucher les jeunes, et d'ailleurs on voit très bien dans les écoles, vous savez, les témoignages, on commence à faire témoigner maintenant les jeunes Tutsis. Et on réfléchit beaucoup sur comment. Eh bien, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on leur enseigne des choses, les historiens, les professeurs d'histoire, la littérature, on leur fait lire des ouvrages. Il y a des témoins qui viennent témoigner. Et après, on leur demande de faire quelque chose. Un poème, un film, ils font un film en classe, et ça, c'est formidable. Parce que ça, c'est leur manière de s'approprier un savoir qu'on est obligé de leur enseigner. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la connaissance infuse. Mais après, on essaye de voir comment eux peuvent faire quelque chose. Ils font des chansons, ils font du rap. Moi, j'ai vu des choses merveilleuses, des classes qui étaient pas des classes faciles, hein, pas des classes des meilleurs élèves, etc., à qui on a enseigné pendant un an. Les enseignants ont fait un travail extraordinaire. La Shoah, mais aussi le génocide des Arméniens et le génocide des Tutsis. Et puis, ils ont rencontré des survivants, et puis après, ils ont créé quelque chose. Et c'était formidable. Je vous voyais opiner du chef, David Rodogno. Je suis totalement d'accord. Je pense que l'art sert absolument à fixer dans la mémoire de manière beaucoup plus puissante, forte et permanente, et donc de pouvoir gérer aussi l'oubli et les oublis en même temps. Et donc, pour moi, c'est ce que j'ai vu dans le reportage, je trouve très convaincant. Et pour moi, c'est la manière de tourner la page. Tourner la page ne signifie pas oublier ce qu'il y a eu avant. Pas du tout. C'est se réapproprier ou s'approprier avec les outils et les sensibilités du XXIe siècle, de 2021, un événement qui reste tellement grand et difficile à absorber, à digérer. Et à travers l'art, on arrive certainement à beaucoup mieux le faire. Que ce soit le cinéma, la photo, les arts plastiques, la musique, la danse, toute expression sert précisément à cela. Est-ce que le devoir de mémoire a presque pétrifié une partie de la population? Écoutez, le devoir de mémoire, il était indispensable. C'était le mot d'ordre. Au début, c'était un devoir. Pétrifié, vous parlez très bien. Qu'est-ce que c'était? C'était les mémoriaux, c'était les souvenirs, c'était dans la pierre presque. Il fallait. Après, on est passé au travail de mémoire. Moi, je préfère ce terme-là, mais ce n'était pas possible au début. Parce qu'avec le devoir de mémoire, il y avait aussi les procès, la justice. C'est des phases qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas passer outre. Maintenant, on est dans quelque chose qui est le travail de mémoire.
Et là, on rejoint l'appropriation, le rythme de chacun. On ne peut pas leur dicter. Chacun va être frappé par une œuvre, par un film, par quelque chose qu'il a vu, par une rencontre. Et chacun va faire son propre trajet. Ça, c'est le travail de mémoire. Mais le travail de mémoire, on ne le dicte pas, on ne le décide pas tel jour, ce n'est pas un mémorial, ce n'est pas un jour du souvenir. C'est quelque chose de personnel. Il faut laisser faire, David Desrodogno. Absolument. Et je reviens sur le terme pétrifié parce qu'il est extrêmement approprié. Cette idée très minérale d'une mémoire et d'un devoir de mémoire qui est là, qui nous est imposé, qu'on ne peut pas changer, modifier, laisse la place à un travail de mémoire qui, lui, est malléable. Et donc, qui peut prendre des tas de formes. Et les formes nous appartiennent parce que nous décidons comment donner de la forme à cette mémoire. Donc, je suis totalement d'accord. Et on le voit aussi dans la manière dont les autorités publiques pensent la mémoire officielle, qui est bien sûr beaucoup plus rigide, doit suivre des canons qui sont préétablis, etc. Et aujourd'hui, on réfléchit à l'espace public de manière très différente, pas seulement dans le cas de la Shoah, mais de manière plus générale, lorsqu'on pense au racisme, etc. Il y a des réflexions qui sont beaucoup plus dans la créativité que non pas dans cette imposition rigide et dans la pétrification, dans la cristallisation absolue de ce passé. Donc finalement, on rejoint la créativité. Oui. Aujourd'hui, on est quand même à un point de bascule. Les derniers survivants de la Shoah disparaître. Comment, j'allais dire un mot terrible, mais comment innover dans la transmission de la mémoire, David Desrodogno? Là, on l'a vu très clairement. C'est la musique, c'est aussi les technologies nouvelles qui permettent toutes sortes de formes hybrides. Et donc, des films d'époque avec une musique d'aujourd'hui, les arts, la danse, etc. C'est comme ça qu'il faudra faire. La dernière chose que nous voulons, c'est de montrer des vidéos des témoins qui parlent. Le témoin en classe, vivant, avec son regard, c'est une chose. La vidéo du même témoin donnera un effet différent. Mais utiliser cette vidéo en mélangeant avec quelque chose d'autre, pour moi, c'est la manière de penser à l'avenir. C'est pour ça que ça a été fait. Les archives, ça a été un gros boulot. Parce qu'on savait, et les gens eux-mêmes qui ont accepté de témoigner, c'est pas simple de témoigner. Hein. Non. C'est toujours subversif. C'est subversif, c'est violent, c'est transgressif, même si on veut témoigner, c'est douloureux, enfin bon. Mais il témoigne et il savait qu'il resterait quelque chose pour les générations d'après. Après, les générations d'après, elles vont visionner et on ne peut pas dicter ce qu'elles vont en faire. On espère qu'à l'avenir, plus rien de ce genre ne se reproduira. C'est un vœu pieux, sans doute. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau. Quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.